à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour 5 minutes d'arrêt en droit de la famille. Au programme, des enseignements en matière d'assurance vie, de GPA et de démembrement de propriété. Commençons par un arrêt de la chambre commerciale dans lequel il est question de la date de versement des primes sur un contrat d'assurance vie et de ses conséquences fiscales. Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise que le souscripteur assuré qui reproche à la banque et à l'assureur d'avoir empêché, par leur négligence, le versement de la prime d'assurance vie avant ses 70 ans ne peut pas se prévaloir d'un préjudice fiscal personnel résultant de l'application des droits de succession. En effet, cet impôt est à la charge des seuls bénéficiaires du contrat. En quoi le 70e anniversaire de l'assuré était-il décisif ? L'âge de l'assuré lors du versement de la prime détermine en grande partie la fiscalité applicable lors du dénouement d'un contrat d'assurance vie en cas de décès. Avant 70 ans, les bénéficiaires du contrat sont soumis à un prélèvement spécifique après application d'un abattement de 152 500 € par bénéficiaire en application de l'article 990I du CGI. Après 70 ans, ce sont en revanche les droits de succession qui s'appliquent à concurrence du montant des primes versées après un abattement global de 30 500 € répartis entre les bénéficiaires, conformément à l'article 757B du CGI. Quels étaient les faits dans cette affaire ? Le requérant avait souscrit quelques jours avant son 70e anniversaire, par l'intermédiaire de sa banque, un contrat d'assurance vie. La somme placée par chèque était de 150 000 €. Si la banque a bien transmis les documents nécessaires à l'assureur, ce dernier a enregistré la souscription et prélevé la prime 2 jours après la date anniversaire de l'assuré, la faisant entrer dans le champ d'application de l'article 757B. L'assuré a donc tenté d'invoquer en vain une perte de chance de transmettre cette prime sans droit de succession. Quelles leçons en tirer ? On ne peut que conseiller au souscripteur assuré d'un contrat d'assurance vie en cas de décès d'anticiper suffisamment son versement de prime avant ses 70 ans afin que les bénéficiaires profitent du régime fiscal de l'article 990I du CGI, généralement plus favorable. Merci Rémi. Intéressons-nous maintenant à 2 arrêts rendus par la première chambre civile en matière de gestation pour autrui. Arrêt d'importance, puisque la Cour de cassation pose pour la première fois le principe de la reconnaissance directe du lien de filiation issu d'une GPA, tel que constaté par un jugement étranger, en posant cependant certaines limites. Débutons par la première affaire qui pose le principe. Volontiers Sylvia, repartons des faits. Dans cette première affaire, un couple d'hommes a recours à une GPA en Californie. Un jugement prénatal rendu par une cour supérieure de Californie les déclare parents légaux de l'enfant à naître. Le jugement précise bien que la mère porteuse et son mari ne sont pas les parents légaux de l'enfant, n'ont aucune obligation envers lui, et toute présomption de maternité ou de paternité doit être écartée, le tout conformément au contrat de GPA. Les 2 parents d'intention demandent à la justice française de prononcer l'exéquatur du jugement américain, mais aussi de juger que celui-ci produirait les effets d'une adoption plénière. Et que répond la Cour de cassation ? Elle répond que lorsque le jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né d'une GPA est revêtu de l'exéquatur, sans toutefois prononcer d'adoption, cette filiation est reconnue en tant que telle en France. Elle ne vaut pas pour autant adoption plénière, autrement dit, c'est le lien de filiation issu de la GPA qui est reconnu et non une adoption. Rappelons-nous que jusqu'alors sur les questions de filiation, la jurisprudence en matière de contrat de GPA s'était focalisée sur la transcription des actes de naissance étrangers. Avec la célèbre affaire Ménesson, la haute juridiction avait jugé cette transcription possible à l'égard du seul parent biologique. L'article 47 du Code civil a d'ailleurs ensuite été modifié pour empêcher la transcription à l'égard du parent d'intention. Pour le parent non biologique, mère d'intention mais aussi père d'intention pour les couples homosexuels, seule la voie de l'adoption lui était donc ouverte. Qu'en est-il de la seconde affaire qui pose des limites au libéralisme dont fait preuve la Cour de cassation dans cette première affaire ? Dans la seconde affaire, la Cour de cassation rappelle que pour être reconnu, le jugement étranger doit être motivé. À défaut, les parties qui demandent l'exéquatur doivent suppléer cette absence de motivation en produisant des documents servant d'équivalent. Cette exigence de motivation doit permettre au juge d'identifier la qualité des personnes ayant participé au projet de GPA et de s'assurer de la validité du consentement à cette convention, en particulier de la part de la mère porteuse. Merci Caroline. Pour finir, penchons-nous sur le sort de l'usufruit détenu par le conjoint survivant lorsqu'il en abuse. Nombreux sont les conjoints qui héritent de l'usufruit de la succession de leur mari ou de leur femme prédécédée. Un récent arrêt rappelle la nécessité de bien user de son droit au risque de s'exposer à son extinction. En l'espèce, 2 enfants reprochent à leur belle-mère un défaut d'entretien d'un immeuble dépendant de la succession de leur père, dont elle est usufruitière.
La Cour d'appel les suit. Elle considère que la carence totale et ancienne de la veuve dans l'exercice de son usufruit était à l'origine de la dégradation manifeste de l'immeuble qui imposait d'importants travaux avant toute entrée dans les lieux. En conséquence, elle sanctionne la gravité de la faute commise par l'extinction absolue de l'usufruit. La Cour de cassation confirme. Sanction lourde en effet, mais on a bien compris qu'ici, la déchéance totale s'expliquait par des faits graves et une mauvaise volonté flagrante de l'usufruitier. Les juges peuvent-ils décider d'une autre sanction ? Oui. Selon la gravité de la faute, les juges du fond peuvent décider d'une extinction totale ou partielle de l'usufruit. Ils peuvent aussi décider de la restitution du bien au nu propriétaire contre versement annuel d'une certaine somme à l'usufruitier jusqu'au jour où l'usufruit aurait dû s'éteindre ou encore du maintien de l'usufruit contre des garanties offertes au nu propriétaire. La décision relève de leur pouvoir souverain d'appréciation. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt en droit de la famille.